lâche une bombe dans le cœur de ma mère. Je viens de l'appeler pour lui dire que j'avais un problème avec la nourriture. Je suis à 600 km du domicile familial, déambulant dans la cité lyonnaise, en pleurs, la boule au ventre. Mes parents, eux, débarquent le lendemain. Et le début d'une longue bataille contre moi-même commence. Je suis âgée de 18 ans. Je viens de passer le baccalauréat général Bac-Bac, que j'ai obtenu avec 20,19 de moyenne. Je fais la fierté de ma famille, de mes amis, de mon lycée et d'autres personnes qui viennent me voir quand je prends un verre. J'ai passé les oraux de Sciences Po Paris, après avoir été dispensée des écrits. Et j'ai été acceptée en classe préparatoire BL au lycée du Parc à Lyon, qui peut me laisser entrevoir une place dans une école normale supérieure. Je suis déléguée, présidente d'une association de mon lycée. On pourrait croire que la vie est toute tracée pour moi, que tout est idyllique. Pourtant, au fond, je sais que quelque chose cloche. L'image que me renvoie le miroir me déplaît énormément. Et pire encore, j'ai l'impression qu'elle grossit de jour en jour. Moi, je suis perfectionniste. Je veux prendre les choses en main et que cela change. À la cantine, je commence par enlever quelques plats de mes plateaux. Et puis, je décide tout simplement de ne plus y manger, prétextant vouloir réviser en salle de permanence. Le soir, quand je rentre, je prends ma douche dans la salle de bain de mes parents, où est cachée la balance. C'est le début d'un engrenage qui ne va pas s'arrêter de si peu. Durant l'été qui suivit mon baccalauréat, je n'ai donc que 2 choses en tête. 1, perdre toujours plus de poids, et 2, que mes parents ne se rendent compte de rien. Je passe donc le moins de temps possible avec ma famille, et ce sont mes amis qui se rendent compte de la petite voix dans ma tête. J'ai toujours sur moi ma pomme, coupée en plein de petits morceaux, qui me fait office de repas. Je fais aussi du sport intensément, et je compte les calories sur mon portable. Mes amis sont très inquiets. Et en septembre, je pars sur Lyon pour entamer ma classe prépa. Très vite, je tombe de haut, 2 à 3 cols par semaine, c'est-à-dire des examens oraux, et un DS de 6 heures tous les samedis matins. Tout cela, bien sûr, en plus des cours de la semaine. Le rythme est donc très dense, et il faut dire que l'ambiance de la classe est plutôt compétitive. Je me sens déboussolée, et je me réfugie dans la nourriture, tantôt en sautant des repas, et d'autres fois en séchant les cours pour aller faire des crises de boulimie. Je vais mal, mais je ne veux pas que l'on m'arrête, parce que j'ai toujours cet objectif dans la tête, perdre le plus de poids possible. Alors quand mes parents vont arriver sur Lyon, après mon coup de téléphone, ils m'emmènent tout de suite dans une clinique spécialisée dans les TCA, autrement dit, les troubles du comportement alimentaire. Le verdict tombe, je suis atteinte d'anorexie mentale. Il faut que je sois hospitalisée. Mais moi je refuse, préférant vouloir aller à l'hôpital de jour. Et puis finalement, quand le président de la République déclare le premier confinement, je perds toute motivation et le 1er avril 2020, je suis hospitalisée en clinique pour la première fois de ma vie sur Lyon. Cette hospitalisation va être scindée en 4 grandes étapes qui correspondent à 4 grands contrats que je dois signer et parcourir pour pouvoir sortir. Le premier contrat stipule que je ne dois pas sortir de ma chambre pendant 1 mois. Et en fait, après 4 semaines passées dans cette chambre, lorsque je passe le cap de la porte, je me perds totalement dans les couloirs, étant incapable de retrouver la sortie pour aller dans le parc où j'ai désormais accès. Il me faudra un peu moins de 6 mois pour passer tous les contrats. Et en septembre, j'obtiens
ma date de sortie définitive. Pour moi, je suis totalement guérie. Et en fait, je n'ai pas été malade un jour. Je reprends ma vie, mais la petite voix dans ma tête est toujours présente et se sert de cette faiblesse. Le 3 novembre 2020, je suis à nouveau hospitalisée à la clinique à Lyon. Je perds une dizaine de kilos en 2 mois. Je vais toujours très mal. Je marche toute la journée pour me dépenser et je ne touche presque pas à mes plateaux. J'obtiens quand même une permission pour fêter Noël avec ma famille. Mais en réalité, je suis à un tel point dénutrie que je n'arrive même pas à participer aux conversations. Le 10 janvier 2021, totalement dépassée et fatiguée par la situation, je me strangule dans la chambre de la clinique. Je suis transférée à l'hôpital psychiatrique et placée dans une chambre d'isolement dans des conditions presque inhumaines. Le lendemain, on me transfère dans une autre chambre. Et là, je vais rester plusieurs heures par jour, attachée à un lit à l'aide de contention. Je me sens totalement abandonnée. Pour moi, l'équipe ne prend pas le temps de me comprendre et de m'écouter. Fin janvier, l'hôpital psychiatrique de Bordeaux me récupère. Et cette fois, je tombe sur une équipe formidable qui met tout en œuvre pour me guérir. Ils ont d'abord voulu soigner la dépression qui à ce moment-là prenait le pas sur les TCA. Et puis petit à petit, je retrouve certains droits. Je sors de la chambre d'isolement, je retrouve mes vêtements et je peux avoir des permissions. Le 21 mai 2021, je sors définitivement de l'hôpital psychiatrique. Mais encore une fois, je me crois guérie. Alors je reprends ma vie tout simplement. Je trouve un travail durant l'été. Je passe du temps avec mes parents et j'emménage dans mon propre appartement sur Bordeaux. Mais la tristesse ne me quitte pas. Je continue de me scarifier et les TCA sont toujours bel et bien présents. À l'automne, je suis hospitalisée 1 mois à l'hôpital psychiatrique. Et puis, suite aux fêtes de fin d'année, je rechute complètement dans les TCA. Je vomis tout ce que je mange et mon corps fatigue de plus en plus. Pour la 3e fois, je retourne à l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. Et j'attends une place dans une clinique spécialisée. Ce que j'obtiens le 8 avril, où je suis transférée en clinique sur Toulouse. Cette hospitalisation n'était pas la même. Dans ma tête, j'avais passé le cap du déni et j'avais compris beaucoup de choses sur la maladie. Pourtant, la voix était plus forte. Je continue de marcher toute la journée pour me dépenser et de ne toujours pas toucher à mes plateaux. Alors la psychiatre décide de me poser une sonde nasogastrique. En réalité, ça consiste à un tuyau qu'on introduit par le nez, qui descend jusque dans l'estomac, qui est relié à une poche de nutrition et qui fonctionne tout ça grâce à une machine. Moi, je suis branchée de 9h à 21h30. Je ne peux pas sortir dans le parc. Je ne peux pas me dépenser. Je profite donc de ce temps pour passer mes après-midi au sein des ateliers créatifs, au sein de l'art-thérapie, ce qui me redonne beaucoup confiance et estime de moi. Parallèlement, l'équipe réintroduit petit à petit de la nourriture sur mes plateaux. Bien sûr, je reprends du poids, et au bout de 2 mois sous nutrition entérale, je peux enfin sortir de la clinique. Cette fois-ci, je garde en tête que je ne suis pas guérie. Oui, j'ai fait un grand pas en avant. À la rentrée de septembre 2022, je retourne dans mon appart. Je commence un travail avec des enfants, mais je poursuis toujours un suivi en hôpital de jour. Je deviens cheptain scout et je reprends mes études en janvier. Oui, j'ai eu des moments durs ces derniers mois, craignant un retour en hospitalisation. Mais mes proches et l'équipe soignante qui me suit ont été très présents pour moi. Maintenant, quand je regarde dans le passé, il m'arrive de pleurer.
en regardant cette vie toute tracée que j'aurais pu avoir. Mais c'était peut-être ça la vie qui m'était destinée. La vie n'est pas amère, comme dit le dicton. Elle est douce et sucrée. Elle a un goût différent de passé pour chacun d'entre nous. Mais elle a surtout une pointe d'avenir. Parfois difficile à entrevoir, mais pas impossible si l'on éduque son palais. Et puis je pense qu'il n'y a que lorsque l'on côtoie la mort de près que l'on peut prétendre connaître le vrai goût de la vie. Moi, j'ai grandi. J'ai compris que je devais me défaire de cette pression que l'on m'infligeait, mais aussi que je m'infligeais moi-même. J'ai écouté la souffrance de mes proches face à ma maladie, et j'ai également compris que l'attention que je recherchais en tombant malade ne pouvait m'apporter que de la pitié, contrairement à la fierté et à l'amour que je souhaitais recevoir. J'ai aussi osé appréhender mon corps différemment, comme un allié et non un ennemi à combattre, comme un instrument concret au service de la vie, et non comme un outil destructeur. J'ai dit adieu à la balance et aux dizaines de photos de mon corps prises sous tous les angles. Alors quand on m'a proposé de témoigner, j'ai d'abord voulu refuser. Je n'ai pas fait d'études de psychiatrie, je ne suis pas encore guérie. Pourtant, si personne ne prend la parole sur les TCA, la dépression ou les maladies mentales en général, notre vision ne va jamais évoluer. En France, on estime que 10% de la population serait touchée par un TCA, avec près de 600 000 jeunes en 2021. Il faut donc alerter sur la dangerosité, mais aussi la mortalité de cette maladie. On estime que les TCA constituent la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. Et les tentatives de suicide représentent 10% des personnes souffrant d'anorexie, 20% des personnes souffrant d'anorexie et 35% des personnes souffrant de boulimie. Former des professionnels de santé compétents en matière de TCA est nécessaire, tout comme rendre accessibles les soins qui sont très coûteux à l'heure actuelle. Moi, si j'avais un conseil à vous donner maintenant, quand vous sortirez de cette salle, soyez présent et disponible pour quelqu'un qui souffre d'un TCA. Mais surtout, agissez rapidement, en prenant contact notamment avec des spécialistes, pour pas que le trouble ne devienne chronique. Et surtout, soyez patient. On estime qu'il faut en moyenne 5 ans pour guérir d'un TCA, et ce n'est qu'une moyenne. Pour conclure, la bombe qui a explosé dans le cœur de ma mère en février 2020 et qui a fait des dégâts à tout mon entourage n'a pas laissé un grand vide. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits. Les fleurs ne fleurissent pas partout, mais elles remplissent les crevasses de ce cœur et leurs racines cicatrisent les blessures. Un grand merci.